Imaginez, vous êtes en pleine formation ou à vos débuts dans le monde du travail. Et puis un jour, quelque chose change. Vos pensées s'emballent. Vos perceptions ne sont plus tout à fait les mêmes. Vous avez l'impression que les autres vous observent ou vous veulent du mal. Petit à petit, ce qui vous semblait familier devient étrange, inquiétant, parfois effrayant. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Santé mentale au taf, on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trouble souvent mal compris, la psychose. Et plus particulièrement, de son impact sur les jeunes adultes qui construisent leur avenir entre études, formation et premiers pas dans la vie professionnelle. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage d'une jeune femme qui a dû faire face à cette maladie. Elle nous racontera comment tout a commencé, l'aide qu'elle a reçue et comment elle a réussi à reprendre la formation qu'elle suivait avant l'apparition de ces symptômes. La psychose touche environ 1 personne sur 100. Elle apparaît souvent entre 16 et 25 ans, une période charnière où l'on construit son avenir personnel et professionnel. C'est aussi ce qui rend un accompagnement adapté si important. Il peut tout changer. Les signes de la psychose varient d'une personne à l'autre, comme par exemple l'impression d'être surveillé ou menacé, des difficultés à réfléchir clairement, comme si les pensées allaient trop vite ou devenaient incontrôlables, une baisse soudaine des résultats scolaires ou professionnels, des croyances inhabituelles, comme penser avoir des super-pouvoirs, des perceptions modifiées, voir ou entendre les choses différemment, un isolement social ou un changement radical de comportement, des difficultés à se concentrer. Ces expériences peuvent être déroutantes et parfois très envahissantes. Mais avec un suivi médical et un soutien approprié, il est possible de retrouver un équilibre et de poursuivre ses projets. L'histoire que vous allez entendre est celle d'un parcours semé d'embûches, mais aussi un exemple de courage et de résilience. Un témoignage qui montre qu'avec de l'écoute, de la compréhension et un accompagnement personnalisé, on peut avancer, malgré la maladie. Bonne écoute. Bonjour Sarah et bienvenue. Bonjour, merci. Merci de participer à ce podcast. Est-ce que vous seriez d'accord déjà de vous présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Je travaille dans le domaine de la petite enfance et je suis très contente d'être là. Ouais, c'est très gentil, merci. Bonjour à vous, Sophie Lafly. Bonjour. Est-ce que pourriez-vous présenter aussi en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Sophie Lafly, je suis psychologue et conseillère ici à l'Office AI de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud. Et donc j'ai été la conseillère de Sarah. J'ai une double casquette aussi qui est important de préciser, c'est que je travaille pour un dispositif qui s'appelle Ressort, qui vise à soutenir des personnes avec des difficultés psychiques dans leur souhait de se réinsérer et je fais du job coaching. Merci beaucoup. Merci à vous deux de participer. Je vous propose, Sarah, on va essayer de repartir un peu en arrière par rapport à votre parcours. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas au niveau de votre santé ? Alors les premiers symptômes, ça a commencé à l'âge de 16 ans. J'ai senti que je devenais un petit peu bizarre. Enfin, du sens, je n'étais pas comme d'habitude. Je sentais que déjà, je restais moins avec mes proches, je m'isolais beaucoup. J'ai l'impression que je pensais à beaucoup de choses négatives, alors que ça ne me ressemble pas. Normalement, je suis assez quelqu'un de souriante, avec la joie et tout ça. Puis là, c'était pas moi. Et puis, je parlais plus aussi, plus beaucoup. En tout cas, je répondais, mais avec la tête, oui ou non. Et j'avais un peu perte de mémoire aussi. Il y avait tout qui se mélangeait. Enfin, c'est comme si j'avais une bibliothèque qui se renversait, en fait. Par terre, que je devais tout remettre dans l'ordre et c'était très compliqué. Je voulais en parler aussi à mes parents, mais je voyais que je me suis dit, ils vont pas me comprendre. Donc en fait, vu que j'avais l'impression que personne me comprenait, je restais dans mon coin et je faisais comme si de rien n'était, mais je voyais très bien que ça allait pas en moi. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs semaines et après, c'est là où il y a eu des plus forts symptômes où j'étais sortie pour changer un peu mes idées avec des amis.
Et puis là, je voyais que j'étais déconnectée. En fait, je n'étais pas dans les discussions. J'avais peur des regards des autres. J'ai l'impression qu'on me voulait mon mal. Enfin, Vous aviez des pensées un peu inhabituelles. des pensées inhabituelles que j'ai jamais eues de ma vie. Jamais. Même en étant petite ou autre, j'ai jamais eu ça de ma vie. Et je me demandais, mais est-ce que je suis normale? Ok. Du coup, est-ce que... Ça vous inquiétait? Oui, je m'inquiétais parce que je me suis dit, là, c'est trop bizarre, c'est pas moi. Mes amis me posaient des questions, mais ça va, mais ça va, mais ça va. Et je disais oui, 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 oui. Puis en fait, tout le monde voyait que ça allait pas. Et quand on me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben là, je parlais plus. D'accord. Donc là, je n'arrivais plus à expliquer, à donner un nom sur ce que j'avais. Mes émotions, je savais plus quelle émotion j'avais. Parce que je pleurais pas, je rigolais pas. J'étais stoïque, du coup, j'avais aucune émotion. Ok. Et en rentrant chez moi, c'est là où j'ai vu que je voulais aller à l'hôpital. C'est vous qui l'avez senti? Oui, j'ai senti que là, je peux plus rester comme ça. Et puis, je suis allée en urgence à l'hôpital. Et depuis là, du coup, j'ai été hospitalisée et, pendant 3 mois. Du coup, ils ont vu que c'était pas une maladie physique, et en fait, que c'était plutôt psychique. Et du coup, j'ai fait tous les examens pour voir ce qu'il y avait et puis ils trouvaient rien. On savait pas d'où ça venait, ce qui avait déclenché ça. Il n'y a pas un événement particulier que vous Justement, auriez il y a vécu? pas eu vraiment des événements qui m'ont traumatisée, à part que j'ai eu la perte de proches dans ma famille. Du coup, après les 3 mois d'hospitalisation, j'ai eu un suivi avec une psychiatre, ensuite avec une psychologue et ensuite avec une infirmière. Donc j'ai changé 3 fois de suivi. J'ai eu un très très bon suivi. On m'a beaucoup accompagnée aussi. C'était pas facile pour reprendre l'école. Du coup, à ce moment-là, j'étais en dernière année d'école secondaire. Et je devais avoir mon certificat en fin d'année. Et j'avais beaucoup de retard. Et j'ai dû tout rattraper. Et je rentrais chez moi, je regardais tout ça. Je dis, je vais pas réussir, mais bon, je fais de mon mieux. Et à la fin, j'ai quand même réussi à avoir ce certificat. Et à la fin, j'ai eu aussi un prix. Donc ça, j'étais Quel prix étonnée. vous avez eu? Attitude positive. Pourquoi vous étiez étonnée? Parce que je sais pas, pour moi, c'était... Après, je suis quelqu'un, je vais jamais me dire je suis la meilleure ou je suis hyper souriante. Enfin, ça se fait vraiment naturellement. Donc, je trouvais bizarre de me donner un prix pour ça. Ok. Donc, C'était normal pour vous naturel d'être pour comme moi. ça et... Voilà. Ok. Mais j'étais très contente à la fin, le bien. Et du coup, mes parents, ils étaient hyper contents aussi. Ils pensaient que déjà juste le certificat, ça suffisait. Mais quand ils ont entendu le prix, là, waouh, enfin, C'était fier de vous? très fière de moi. Ouais. Et moi aussi, très fière de moi. Mais c'est vrai que je n'étais pas très consciente à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé après un Un apprentissage CFC donc? dans la petite enfance parce que c'est toujours ça que je voulais faire. Ça se passait super bien. Et puis là, vers la 3e année, je pense qu'il y a eu une accumulation de stress. Parce que c'était la dernière année où voilà, il y avait aussi les examens, ensuite le CFC à la fin. Et il faut savoir que j'ai toujours eu peur du changement. Depuis toute petite, j'ai jamais aimé les changements. Vous aviez peur de devoir changer d'entreprise à Et la là, fin c'est du ça, CFC? je me suis dit, ok, là, je finis l'apprentissage et après, je dois être dans le vrai monde du travail. Donc, avoir des collègues, avoir des responsabilités, un salaire fixe, enfin, tout ça, ça me faisait peur, en fait. J'ai l'impression que je voulais rester dans mon cocon, en fait. Dans ce que vous connaissiez, ça Voilà. vous rassurait? Et puis, du coup, je pense que je me suis mis aussi beaucoup de stress. Parce que j'aime beaucoup faire les choses correctement, très bien. Et puis, je me mets trop de stress. Et puis, je suis très exigeante avec moi-même. Et c'est pas bien. Et là, j'ai senti à nouveau que je repartais... Vers les mêmes Alors, symptômes pas que les vous mêmes aviez déjà connus? symptômes, parce que c'était moins fort, du coup. Parce que j'avais quand même une médication aussi À ce moment-là? à ce moment-là. Mais je sentais très fatiguée. Manque de motivation pour aller au travail. Ce qui vous correspondait pas finalement, Voilà. vous disiez j'adorais mon job. C'est ça, manque de motivation pour tout en fait. Donc pour faire une activité, sortir avec des copines, aller manger une glace par exemple, ce que j'aime. Il n'y avait rien qui me motivait. Je rentrais du travail, je me couchais dans mon lit jusqu'à le soir, enfin jusqu'à le repas. J'allais manger, pareil, je retournais dans mon lit.
Alors normalement, je reste quand même avec ma famille et là, je faisais plus ça. Et du coup, bah, je sentais que j'étais à nouveau pas moi, Mhm. mais sans avoir des gros symptômes comme j'ai eu, à la première, Première, en 2016. en 2016. Et là, bah, c'est là où mon père justement, il a vu que ça allait pas. Enfin, il ouvrait la porte, il me disait: «Mais ça va, tu tout le temps couché, qu'est-ce qui se passe?» Et puis j'ai dit: «Bah», j'ai dit: «Je sais pas, je suis pas bien». Puis il s'est inquiété parce que vu que j'ai eu déjà une première hospitalisation, bah, il a eu peur, je pense qu'il s'est dit: «Elle va nous refaire quelque chose», Il s'est inquiété pour vous. oui, il s'est inquiété et puis vu qu'il savait que j'étais en dernière année, ben, voilà, il y avait aussi ce stress de: «Est-ce que je vais réussir, du coup, mon apprentissage? Est-ce que je vais avoir le CFC, du coup?» Puis là, bah, j'ai vu, mon infirmière et je lui ai dit que ça allait pas. Je lui ai dit que je sentais que j'étais pas vraiment bizarre comme la première fois, mais que je préférais l'alerter avant que ça s'aggrave, en fait. Vous avez tiré ce qu'on appelle la sonnette d'alarme. C'est ça. Je pouvais pas avoir de discussion. J'avais plus d'émotion. J'étais enfin, j'étais là physiquement, Mais pas là mentalement. mais l'esprit n'était pas là. C'est comme si j'étais morte à l'intérieur, vraiment. Et bah là, j'ai dû augmenter mon traitement pour éviter que je rechute à nouveau, parce que ça se dégradait vraiment. Mhm. J'étais en arrêt, du coup, 6 semaines. Ok. Et c'est très dur parce que du coup, de plus rien faire, en tout cas de plus aller au travail, plus penser aux cours, plus sortir, parce que du coup, bah, je restais chez moi et puis ben, mes proches, ils m'aidaient à sortir un peu plus. Et ça m'a aidé, Mhm. mais ça a pris du temps. Et comment ça s'est passé pour la suite? Alors, on m'a demandé mon accord, du coup, si je voulais Faire une demande d'AI? faire une demande d'AI. Au début, j'étais pas vraiment pour, parce que, bah, en fait, je connaissais pas vraiment ce que c'était l'AI. C'est un peu ce on entend, ah, les personnes à l'AI, elles sont pas capables de travailler, des choses comme ça. Et bah, je me suis dit: «Non, j'ai pas besoin de l'AI». Parce que je peux marcher, enfin, je suis pas une personne en situation de handicap, parce que pour moi, c'était ça, et c'est faux d'ailleurs, du coup. Et elle m'a expliqué: «Non, mais c'est vraiment un coach qui va être là pour toi, qui va te donner, bah, des ressources, elle va t'aider pour tes cours, te remettre en fait, Dans la vie dans la vie professionnelle? en fait professionnelle». Et je lui ai dit: «Ah OK, et puis du coup, est-ce que j'aurai un revenu?» Parce que moi, je pensais que j'allais avoir un revenu, Une rente? une rente, pardon, une rente. Et je lui ai dit: «Mais j'ai pas besoin de ça». Elle m'a dit: «Non, non, c'est pas ça». Elle m'a réexpliqué encore une fois, c'est vraiment un soutien, pour ta situation, en fait. Et j'ai dit: «Bon, bah, OK». Et du coup, je me suis lancée dedans et puis, bah, c'est là où j'ai rencontré madame Lafly. Est-ce qu'à la première décompensation psychotique que vous avez vécue en 2016, est-ce que l'AI vous a été proposée? Est-ce qu'on vous a sollicité pour déposer une demande? Alors oui, j'ai eu, une proposition et bah, à ce moment-là, j'étais mineure encore donc c'était plus l'avis de mes parents qui comptait. Et bon, on était contre. Bah, mes parents, quand ils ont su ça, ils m'ont dit: «Quoi, l'AI? Non, ça va pas, t'as pas besoin de l'AI, t'es trop jeune, enfin, tu vas bien» et tout ça. Et du coup, bah, j'avais refusé, aussi. Et bah, là, du coup, la deuxième fois, vu comment ça a été expliqué aussi, bah, j'avais accepté. Et puis ça s'est très bien passé, je regrette pas du tout parce que du coup, bah, madame Lafley, elle m'a beaucoup aidée à reprendre mes cours. C'était pas une aide, on va dire comme, à l'hôpital où on m'a donné des soins, où on m'a fait des examens, enfin, c'était pas un soin, corporel ou on va dire, Une psychothérapie? voilà, c'était pas une psychothérapie, mais c'était plutôt pour reprendre, la vie, normale. Et bah, ça m'a beaucoup aidée, en fait, mine de rien. C'est comme si la bibliothèque était à nouveau renversée et je devais tout remettre dans l'ordre parce que et là, j'avais plus de stress quand même parce que j'avais, le CFC, en fin d'année et puis je me suis dit: «Si je l'ai pas, ben» pour moi, j'avais raté ma vie, quoi, déjà. Je me suis dit: «C'est bon, je vais faire quoi? Je vais être, à la rue». Et puis, bah, du coup, madame Lafley, elle m'a vraiment aidée. Bah, on avait fait un planning, il me semble, pour réorganiser un peu ma semaine, trouver du temps pour moi aussi, trouver du temps pour essayer d'un petit peu réviser par branche. On a fait ça et puis franchement, ça a quand même plutôt bien marché.
Et à la fois, j'ai réussi quand même à passer tous mes tests. J'ai pas eu des 6 partout, mais j'ai passé. Et vous avez réussi? Ouais, j'ai eu la moyenne ou un peu plus, et puis ça me suffisait très bien. Moi, je voulais juste avoir mon CFC à Votre la papier fin. en poche. Ouais. Alors c'est vrai que pour la reprise, vous avez recommencé par les cours, donc une fois par Oui, semaine. Là, vous avez fait comme ça pendant un mois. Et puis après la période de Noël, vous avez pu recommencer au travail à 20%. Donc vraiment quelque chose de Ouais. très progressif. Mais voilà, être apprenti, c'est faire des cours, c'est aller au travail. C'est pas tout simple d'avoir toutes ces Ouais. contraintes. Et petit à petit, vous avez pu reprendre le chemin du travail Mhm. progressivement en augmentant votre taux de travail. Alors c'est vrai qu'on avait aussi eu des contacts avec votre formatrice pour expliquer un Ouais. petit peu la situation. Alors aussi en fonction de ce que vous aviez envie de communiquer, par rapport à cette période d'arrêt de travail. Mais voilà, vous aviez une formatrice qui était attentive à vos besoins. Puis ça, on a pu lui communiquer le fait que c'était important d'avoir des objectifs clairs, le fait que vous aviez besoin d'être structuré, et puis avoir une formatrice qui pouvait vous accompagner finalement dans ces apprentissages sans que vous soyez assisté, mais simplement de pouvoir communiquer quels étaient vos besoins à vous pour pouvoir reprendre votre formation dans les meilleures conditions possibles. Puis c'est vrai que là, le dialogue avec votre employeur, il a pu être possible. Communiquer, c'était important pour vous et vous l'avez fait avec votre employeur, ce qui fait que ça a matché. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas tellement envie de partager ça avec son employeur, sa formatrice. Et puis, le formateur, il se pose plein de questions, il ne sait pas comment vous aider. Tandis que vous avez pu dire les choses, en fait. Et puis, les choses, elles ont pu se mettre en place progressivement. oui. Ah non, j'ai eu beaucoup de soutien de mon employeur et puis du coup ma formatrice aussi et toutes les autres personnes, mes collègues. À mon retour, ils m'ont hyper bien accueilli, ils étaient trop contents de me revoir. Et après, j'ai pas donné encore une fois les détails de ce que j'ai eu, mais j'ai quand même eu un grand soutien et ça s'est super bien passé. Sophie, peut-être est-ce que vous pourriez nous expliquer quel a été votre rôle auprès de Sarah dans tout ce parcours de réinsertion qu'elle nous a partagé? Alors c'est vrai qu'auprès de Sarah, moi j'avais une double casquette, c'était que j'étais donc sa conseillère AI, où l'idée c'est de réfléchir ensemble à quel est le meilleur processus finalement pour reprendre sa formation, parce que c'était son objectif. Et j'avais l'autre casquette qui était vraiment de l'accompagnement, du job coaching, où j'étais là sur le terrain avec elle pour faire face aux défis du quotidien professionnel auquel elle a été exposée. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous réguliers avec elle et beaucoup de coordination avec le réseau médical. On avait un très très bon contact avec vos soignants, aussi des contacts avec l'entreprise en fonction de leurs besoins. Donc là, c'était des choses que j'ai pu mettre en place avec Sarah, qui a fait preuve d'énormément de courage et de ressources dans son parcours. C'est vrai qu'un parcours comme ça sur l'espace d'une année où elle rebondit et à la fin elle obtient son CFC, un emploi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel comme parcours. Et puis, selon vous, qu'est-ce qui a été déterminant pour que le projet de Sarah puisse avancer et puis surtout se concrétiser? Alors déjà, elle, comme je l'ai dit, sa grande motivation, son courage, son envie d'aller de l'avant, et puis la coordination avec le réseau. Le réseau de soins, c'était très important d'avoir l'éclairage des soignants qui vous connaissaient bien, savoir où étaient vos ressources, où étaient vos fragilités. Et puis moi, j'ai fait le pont avec le monde du travail, avec l'école professionnelle. Moi, j'ai fait le lien finalement avec tout ça. Alors, vous étiez au cœur de tout ça, mais l'idée, c'était d'avoir un tiers un peu médiateur dans ce processus de Donc formation. l'importance de communiquer autant avec le réseau de soins qu'avec le réseau professionnel qui entourait Sarah dans ce projet, pour justement essayer on en parlait, de prendre en compte les besoins de Sarah, mais aussi de l'employeur, puis de faire en sorte, j'imagine, que ça fonctionne pour tout le monde. À votre avis, est-ce qu'il y a eu des moments vraiment charnières ou bien des difficultés particulières auxquelles Sarah a été confrontée? Alors c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, c'était lors du deuxième épisode qui était plus compliqué pour elle, où vraiment c'était difficile pour elle de remettre les choses en l'ordre dans sa tête.
Donc c'est vrai que là, je me suis dit, mais peut-être qu'il lui faudrait plus de temps aussi pour On prendre parlait soin. d'un possible redoublement. Voilà, exactement. Peut-être qu'il lui faudrait plus de temps et par conséquent peut-être de redoubler. Et puis, c'est des choses qu'on a pu évoquer ensemble, hein, et je pense que c'était important de pouvoir le mettre sur table. Mais voilà, elle a fait tellement preuve de courage, de volonté. Elle était toujours là, présente, envie d'aller de l'avant, que finalement, on s'est tous adaptés à votre rythme et vous avez montré que c'était possible, en fait. Et je me suis dit, je me lance et j'attendais mes résultats. Et après, quand j'ai vu que c'était réussite, j'étais trop, trop contente, vraiment. Et d'ailleurs, Madame Lafly, elle était aussi super contente. Mon infirmière, pareil. Vraiment, tout le monde autour de moi était super, super fier de moi, en fait. Je pense qu'il y a de quoi. Et ouais. Et c'est vrai que des fois, j'oublie des fois que je suis passée par là, mais je suis quand même fière de moi, Fière de je votre peux le dire, parcours. oui. Du coup, vous avez réussi votre CFC et puis il fallait trouver du travail. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Du coup, j'ai fait mes recherches. J'ai postulé à 2-3 endroits autour de chez moi. Et il y a une crèche qui m'a appelée et puis j'ai eu l'entretien. J'ai eu le poste, du coup. Donc, j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais ça a été fait rapidement et j'étais très contente. Et vous avez cherché ce travail toute seule ou vous avez été accompagnée pour chercher cette place? Alors, j'ai eu du soutien de Madame Lafly pour faire mon CV, lettre de motivation aussi. Et Se préparer aussi à l'entretien oui, d'embauche. se préparer à l'entretien d'embauche aussi. C'était stressant pour vous de vous dire, ok, maintenant il faut que j'aille pour un premier travail. C'était quelque chose qui a généré du stress chez vous? Alors, pas vraiment. Franchement, étonnamment, ça a été. J'ai pas eu trop d'appréhension et je me suis vraiment lancée. En fait, je me suis dit, j'ai pas le choix. De toute façon, il faut que je travaille. Donc, C'est finalement un peu un mantra chez vous. C'est voilà, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Et puis oui, c'est ça, on a l'impression qu'il vous porte. C'est cette volonté d'aller de l'avant. oui. J'ai beaucoup galéré et je me suis toujours dit, je vais jamais sortir de ce trou noir là. Mais au final, j'ai quand même réussi à la fin par voir la lumière, on va dire. Donc après tout ça, faut toujours garder espoir, je pense. Après tout votre parcours que vous venez de nous partager, aujourd'hui, comment allez-vous? Alors je vais très bien. Du coup, ça fait plusieurs années que je travaille à 80%. Et ça me convenait très bien à 80 pour que j'ai aussi une coupure dans la semaine pour moi, pour essayer de souffler, faire d'autres choses, mes activités, et puis voir ma famille, par exemple. Donc ça vous apporte une certaine stabilité Oui. dans le stress du quotidien, d'avoir cette pause, une journée pour vous finalement, Oui. pour vous ressourcer. Oui, c'est ça, j'essaie de penser plus à moi, justement, parce qu'avant, j'étais tout le temps stressée pour faire un maximum de choses. Elle sait très bien, Madame Lafly, du coup. Et puis, je suis entourée de ma famille, de mes amis, de mes proches. Et tout se passe bien pour moi. Est-ce que vous avez parlé de votre parcours à votre employeur actuel ou est-ce qu'il n'est pas du tout au courant de votre problématique de santé? Non, j'en ai pas en parlé. Alors, il y a juste à mon entretien d'embauche, j'ai expliqué que j'ai eu des petits problèmes de santé. J'ai pas donné plus de détails. Et on m'a dit, OK, on n'a pas cherché aussi à comprendre le pourquoi du comment. Et je garde ça vraiment pour moi, en tout cas, au niveau du travail. Est-ce que vous auriez honte de partager ça avec votre employeur ou est-ce que c'est plus une envie de mettre ça derrière vous et d'avancer? Alors, c'est pas que j'aurais honte, mais c'est plutôt peur qu'on me mette dans une case, en fait, et qu'on pense que je suis toujours la même personne qu'avant, à cette époque-là, où j'ai eu un épisode psychotique et qui est passé maintenant. Mais c'est surtout ça qui me fait peur, qu'on se dise, ah, ok, elle pourrait rechuter au bout d'un moment parce qu'on ne sait pas dans la vie. Et je veux juste qu'on m'accepte et qu'on me valorise pour ce que je suis maintenant. D'accord. Cette peur d'être cataloguée, voilà. Finalement. C'est ça. Parce que vous décririez comment? Aujourd'hui, si vous deviez vous décrire en quelques mots, est-ce que, vous dites j'ai fait un épisode psychotique, est-ce que c'est quelque chose que vous décririez ou... Alors, moi, je ne l'ai jamais vraiment appelé comme ça, mais je vais mettre le terme médical. Dans tous mes suivis, j'ai appelé ça le bug, comme un ordinateur qui a bugué et qui s'est éteint, qui ne marche plus d'un coup, puis on donne un gros coup sur l'ordinateur et puis il redémarre, par exemple, c'est un peu ça.
Et du coup, c'est ce que j'ai eu pour moi et c'était juste un moment de ma vie et ça va pas faire partie de toute ma vie, cette histoire, enfin cet épisode plutôt. Mhm. Parce que l'histoire, oui, elle reste quand même en moi et ça fait partie quand même de la personne que je suis maintenant. Dernière question pour vous. Aujourd'hui, si vous deviez parler à quelqu'un qui traverse les mêmes difficultés que celles que vous avez vécues, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Alors que c'est pas facile d'être dans cette situation et il faut juste se dire, il faut avoir de l'espoir quand même dans la vie, croire en soi, de pas baisser les bras, se dire il y a quand même de la lumière en fait au bout du chemin et qu'il y a toujours des solutions aussi. Communiquer aussi avec ses proches, je pense que c'est hyper important. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir peut-être une famille qui donne du soutien, qui est à l'écoute, etc. Mais je peux dire qu'on est dans cette situation, pardon, on a besoin quand même de nos proches. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment sauvée, je pense. Et c'est ce qui m'a permis d'être forte aussi. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé votre parcours. Bravo pour tout le chemin parcouru. Merci et on peut que beaucoup. vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et merci à vous, Sophie, pour cet échange. Merci beaucoup, avec plaisir. À travers le parcours de Sarah, nous avons vu combien un trouble psychotique peut bouleverser une vie, mais aussi combien le soutien, la persévérance et l'accompagnement font la différence. L'AI a joué un rôle clé dans l'histoire de Sarah à travers un accompagnement personnalisé. Avec l'appui de sa conseillère et le job coaching, elle a retrouvé des repères, repris sa formation et poursuivi son projet professionnel. La santé mentale reste un enjeu majeur, surtout quand on est en formation ou au début de sa carrière. Nous espérons que ce témoignage vous aidera à mieux comprendre la psychose, à dépasser certaines idées reçues et à voir qu'il existe des ressources pour avancer, même dans les moments les plus difficiles. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Santé mentale au taf, on en parle. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.